Ok, moi c'est toujours dans la douceur, les gars, toujours dans la douceur. Je coupe la musique dans votre nez, je ferme mes onglets et c'est seulement après que j'apparais. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Il est 10h pile, je suis parfaitement pile à l'heure. Donc bonjour à tous. J'ai pas regardé qui était là, mais en tout cas bonjour à tout le monde, parce que si je commence à dire tous les pseudos, je pense qu'après je vais oublier des gens et j'aime pas dire des gens, oublier d'autres. Donc vraiment, grand bonjour à tout le monde. Merci Sabrina pour ton 14e mois d'abonnement, merci beaucoup. On est ici ce matin ensemble, je n'ai pas de verre, Babou est là, donc il est là, il est quelque part. Merci Hello Céline, 15e mois d'abonnement, merci à toi, merci. Babou, est-ce que tu crois que tu pourras être en mesure de m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Oui. Sachant que je vais probablement pas le boire. Okay. Mais de l'avoir à côté de moi, ça me rassure au cas où j'en ai besoin. On va être ensemble aujourd'hui pour une petite heure et quart. Voilà. Je dis écart parce que la dernière fois, j'ai la maman qui allait frapper quasiment quand j'ai terminé le live. Donc c'est heureusement, elle était un petit peu en avance. Faudra qu'un jour on parle de ça, les horaires, en avance, en retard, comment ça se gère, etc. C'est un grand sujet. Alors aujourd'hui, on va être ensemble ce matin pour un live sur une thématique. Bon, je ne sais pas si vous avez compris, on a parlé dans le titre, c'est inscrit couper le cordon. On va parler des enfants aujourd'hui. Ça va, t'as pas l'impression? Donc Babou qui est hors champ en train de me filmer avec son téléphone. Je suis sûre que c'est pour me mettre sur Instagram. Voilà, il gère mieux Instagram que moi. Donc oui, évidemment, je n'ai pas dit sur Instagram que j'étais en live. Hein, mais bon, en même temps, vous êtes au courant, hein, n'est-ce pas? Vous savez qu'on se trouve en live tous les 15 jours ici avec moi. Et dans 15 jours, on se retrouvera pour une thématique plutôt jardin, je pense. Oui, je pense qu'on parlera de jardin dans 15 jours. Mais là, cette semaine, j'avais envie d'aborder un thème qui m'est cher pour plein de raisons, en fait. Je vais pas vous exposer mes raisons personnelles, mais en tout cas, on va parler de savoir se séparer de nos enfants. Et tout âge confondu, en fait. Tout âge confondu ou tous âges confondus, je ne sais pas comment on devrait le dire, tous âges confondus. C'est-à-dire aussi bien quand ils sont tout petits et qu'on doit les laisser à une assistante maternelle, à la crèche, aux grands-parents, un petit peu plus grands à l'école, et puis encore un petit peu plus grands à leurs copains-copines, et encore plus grands à leur mari ou femme, épouse, époux. Voilà. Donc c'est un vaste sujet, on va y aller petit à petit, étape par étape je pense, on ira dans l'ordre chronologique de la vie. Voilà, je pense que ça peut être un sujet intéressant. Comment on aborde en tant que parent cette séparation, d'un autre point de vue, comment on aborde cette séparation en tant qu'assistante maternelle, comment est-ce qu'on aborde cette séparation en tant qu'instituteur, institutrice à l'école, quand on a des petits qui arrivent en toute petite section ou en petite section, ou alors quand on a des petits qui arrivent en CP, c'est encore différent parce que parfois c'est une nouvelle école. Et puis ensuite, comment on aborde cette séparation en tant que le petit ami ou le petit ami qui prend l'enfant à ses parents, parce que certains le vivent comme ça. Donc voilà, je pense que ça va être un sujet riche. Tant mieux, Léam. Ce sujet tombe à pic pour toi. Ta fille a commencé à nounou la semaine dernière. Le petit smiley tout triste témoigne que ça devait pas être facile. N'hésite pas à dire en commentaire quel âge à ta fille pour commencer à avoir une assistante maternelle. Et n'hésitez pas tout le long du live à parler un petit peu de ce sujet. Avant d'entamer le sujet, parce que je suis en retard et que je vais profiter de votre présence pour qu'on le fasse ensemble. J'allais le faire ce matin et finalement je me suis dit autant le faire en live avec vous, ça vous fait une petite piqûre de rappel sur mon organisation. C'est que je n'ai pas fait, d'habitude je le fais le dimanche, j'ai pas fait mon petit planning de la semaine. 3 mois, ah ouais 3 mois, oh 3 mois, ça devait être dur.
Mais ça va aller. Ça devait être dur, mais en fait, 3 mois, je vais vous dire quelque chose, on en reparlera après, mais c'est beaucoup plus dur finalement pour les parents que pour les enfants, cette séparation. Et en fait, de laisser un enfant tôt comme ça, c'est très douloureux pour le parent, mais pour l'enfant, c'est beaucoup plus simple en fait, cette séparation, que ça ne l'est plus tard en fait. Mais on en parlera après. Donc, je vais faire mon petit planning de la semaine. Je crois que je vous en avais pas parlé. Je suis même presque sûre que je vous en avais pas parlé. Ouais, je crois pas. C'est que je me suis fait un planning plastifié que j'affiche sur mon panneau d'accueil, mon panneau d'affichage à l'entrée. Donc, c'est un panneau qui est dédié surtout à mes enfants et aux parents qui déposent leurs enfants ici. Donc, ça se présente comme ça. Donc, vous voyez, semaine du haut, là-haut, de ce côté, ici, semaine du haut. Ici, j'ai mis en fluo le week-end, j'ai mis en bleu les jours d'école et j'ai mis en rose les jours où on est à la maison, en fait. C'est Elena qui a choisi les couleurs, ce n'est pas moi. Voilà. Et en bas, j'ai écrit école, voilà, en bleu. Oh, c'est très difficile. Voilà. École en bleu, maison en rose et maman travaille en vert. Et là, vous voyez, il n'y a pas de vert parce qu'en fait, je vais le rajouter. J'utilise des stylos comme ça. Alors, c'est une abonnée qui m'avait recommandé ça, d'ailleurs. Ce sont des stabilos OH Pen Universal. Et j'ai 4 couleurs. Et du coup, ça s'efface très, très bien. Parlez pas tout de suite des petits, hein. Attendez-moi, hein, parce que là, sinon, je vais pas vous lire, hein, Moglinette, hein, parce que là, il faut que je fasse le planning et que je vous explique. Ça va pas durer très longtemps, ne vous inquiétez pas. Donc, pour faire ce planning, en fait, c'est un planning simplifié de la semaine où je vais noter ce qui concerne les enfants et les enfants accueillis. Donc, je m'explique. Je vais d'abord commencer par inscrire... Je fais un cadre vert, en fait, pour noter les moments où je travaille. Donc, c'est assez simple, hein, je fais juste un grand rectangle pour chaque jour, pour dire quand est-ce que je travaille, sachant qu'il y a des jours où je travaille le matin, l'après-midi, un peu plus tard. Là, par exemple, je sais que jeudi, je finis un peu plus tard, donc j'agrandis. Voilà. Et ensuite, donc, ça me fait des encadrés, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai une petite semaine par choix et non pas par par autre chose en fait. Voilà. Donc ça se passe comme ça cette semaine au niveau de quand est-ce que je travaille. Et ensuite, je vais rajouter bien évidemment en quelle semaine on est parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ce sera la semaine du 26, les gars, au 2 octobre. Donc du 26... et 2 octobre, donc comme ça c'est bien inscrit. Et ensuite avec un petit stylo bleu magnifique, je vais noter les activités prévues, donc qui concernent les enfants, c'est-à-dire par exemple pour les soirées, pour ce qui est du lundi, mardi et ensuite jeudi, vendredi, j'écris devoirs parce que ça y est, c'est une nouveauté pour nous. Maintenant, Elena a des devoirs, donc il faut noter les devoirs. Hop, parce que sinon, on a tendance à oublier. Même Elena, hein, elle n'a pas encore pris le pli, donc parfois, ça nous arrive de zapper. Et heureusement qu'on jette un œil de temps en temps sur ce petit planning. Ensuite, j'écris quand les enfants ont sport. Alors, donc j'écris sport, Elena. Hop. Et puis, les filles, c'est plutôt soirée, là. Donc, j'écris sport, Olivia, Noémie. Tac. Voilà pour ça. Et ensuite, je note quand on a des sorties prévues. Médiathèque, ludothèque, si jamais on a prévu d'aller à Terra ou d'aller au zoo, enfin au bioparc ou que sais-je, des choses comme ça. Donc, on réfléchit à ça et les sorties, je vais les noter plus tard parce que... faut que je vois avec Babou à quel moment ça va être le plus pratique ou pas. Et ensuite, moi, dans mes encadrés, quand je travaille, je note les activités que j'ai prévu de faire. Si on va au relais,
si j'ai prévu de faire des transvasements, plutôt du parcours motricité, plutôt de la pâte à modeler, enfin voilà, quand j'ai des ateliers ou des activités que j'ai envie de faire particulières, je vais le noter. Et là, cette semaine, en fait, vu que je suis de l'après-midi essentiellement, je vais pas noter d'activité puisque ce sera activité sieste. Voilà, ce sera pas une semaine très active parce que ce sera le temps de la sieste. Donc voilà, c'est à peu près ça grosso modo. Donc il me reste les sorties à noter que je mettrai en rouge. Et en fait, ah non, j'ai pas noté, très important. Parce que pour faire mon planning, j'ai mon planning perso qui est ici, que je ne vous montre pas puisqu'il y a des choses personnelles dessus. Mais c'est mon planning à moi qui est sur mon bureau. Et il y a le planning de Babou qui lui est sous format agenda qu'il a posé sur son bureau. Donc quand on a des choses à noter chacun, on le note de notre côté. Et puis moi je viens toujours regarder son cahier pour rajouter des choses ou alors reporter sur mes cahiers à moi. Et là j'ai noté un truc très important, c'est que demain c'est l'anniversaire de Babou et de Noémie. Donc on va écrire ça en rouge. Oh là 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 là. Oh là là. Et oui, c'est un gros événement puisque demain Babou aura 35 ans. Alors on va écrire Babou. Non, pardon, faut écrire papa sinon ça va pas. On va écrire papa 35 ans. Et on écrit aussi Noémie. Elle aura quel âge Noémie? 3 ans. Voilà. Donc on fera une petite fête d'anniversaire au goûter, je pense. Et ce sera très bien ma foi. Voilà. Ensuite, je regarde s'il y a un autre événement que j'ai pas noté. Non, le sport. Salut tout le monde. Ah, on a une réunion d'école aussi, donc il faut que je la note puisque les enfants seront là avec nous. Donc on va écrire réunion CP. Voilà. Petite réunion de CP. Et puis voilà. Ça c'est prêt. C'est fait. Merci d'avoir été présent pendant ce doux moment. Si je peux me permettre juste, est-ce que je peux demander pour mon anniversaire demain une petite fête Ça va avec être des possible. ballons. Alors j'aimerais avoir des ballons ou... J'ai commandé le cadeau de Noémie J'aimerais hier soir. si possible que tu fasses une fête où il n'y a pas beaucoup de monde, mais tu invites un peu de personnes. Un peu de personnes. J'aime bien, j'aime bien. Et ok. surtout des ballons 35 ans gonflés, couleur dorée. D'accord, ok. Ah oui, le 35 voilà, comme ça, 35, oui, d'accord. voilà, des ballons 35 et tu me trouves J'invite aussi... plein de gens. Non, pas trop. Un peu. Allez, 25, 50. 25, 35, Okay. on va mettre 35 35 personnes. ok, pas de problème. Et des ballons Julien aussi, Ouais. bien gonflés, et puis un lâcher de ballon. Un J'aime bien lâcher- les ballons. J'aime bien Ok, les t'aimes ballons. bien les ballons. Et puis Après, des- un hélicoptère qui passe avec un lâcher de colombe. Non, que des ballons. Moi, j'aime que les ballons. Ok. Tous des cadeaux ballons. Que des cadeaux ballons. Des poupées gonflables aussi, tiens, en ballon. Ouais, Ouais. ok, pas de problème. Allez, ciao. Des fesses gonflées en ballon. Oui. Ouais. Ok, d'accord, pas de problème. Une fête en live. C'est pas du tout too much. Non, pas du tout. Voilà. Il est inspiré par les réseaux sociaux, peut-être. Je ne sais pas. Hein. Ah là là. Peut-être. Hein. Tu es trop influencé. Ça va pas du tout, ça. Hein. On va rediscuter de ça après. Hein. Mais le lâcher de ballon, je suis pas particulièrement d'accord. Oui, feu d'artifice aussi. Allons-y. Oh purée. Non, et donc voilà. Pourquoi j'ai 2 souris, Babou? Faut prendre la petite. La grosse, c'est pour le fixe. La grosse, Ah oui, c'est vrai que c'est celui-là. Je viens de me rendre compte. Oh là là, oh je suis nulle. En fait, on a l'ordinateur portable qui est posé ici. Et d'habitude, c'est le clavier et l'écran d'ordinateur classique. Donc, c'est pas la même souris. Et les deux là sont côte à côte et je m'étais même pas rendu compte que j'étais sur le portable, tu sais. Mais c'est vrai que je me disais, je suis anormalement à la hauteur alors que d'habitude, je suis obligée de regarder comme ça parce que l'écran il est super haut et en fait. Non, c'est pas vrai. Quoi? Les lives, ils ont toujours été sur cet ordinateur portable. Oui, mais je viens de percuter qu'en fait, c'est le portable. Ah, d'accord. C'est T'avais ça que jamais je veux vu dire. Bah, je faisais pas attention en fait. Voilà, je faisais pas attention, désolée. Donc j'enlève toutes mes affaires parce que sinon après je crée du désordre et c'est déjà tellement le souk ici sur le bureau que après on ne retrouvera pas nos affaires. Hop, et voilà. Donc nous allons pouvoir commencer. Je vais juste remonter dans le chat parce que Mogliette avait dit quelque chose par rapport à son bébé. Alors, bébé 9 mois, commencer 7 mois progressivement la crèche, fermé au mois d'août, ça a été très compliqué, que ce soit pour lui ou pour moi. Les tatis de la crèche me rappelaient au bout de 30 minutes tellement il était inconsolable. Oui, alors effectivement,
Si je dois parler d'une période qui n'est pas facile, en fait, c'est les 6-10 mois, quoi. Hein. C'est pas facile du tout parce que on est dans l'angoisse de la séparation. Et c'est très difficile pour beaucoup de bébés et puis forcément pour les parents et forcément pour les personnes qui accueillent, hein, c'est-à-dire aussi bien la famille que les assistantes maternelles, la crèche. Ça peut être compliqué effectivement parce qu'on a des enfants qui commencent à se rendre compte que quand ils ne sont pas avec leurs parents, en fait les parents ne sont vraiment pas là et ils ont très très peur en fait de se retrouver tout seuls et de ne plus retrouver leurs parents. Donc c'est pas facile. Et puis effectivement, comme dit Moglinette, parfois c'est même compliqué avec les papas et qu'il y a des enfants qui à cet âge-là veulent que maman, que maman, que maman. Salut Vanessa et salut Fanny. Notre fils alors Domiti, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Notre fils a commencé la nounou à 7 mois, c'était parfait. Il a pleuré les premiers jours, mais s'est vite habitué. Quelques mois avant, ça aurait été compliqué parce qu'il ne s'endormait qu'au sein. Oui, encore une fois, ça nous montre que c'est du cas par cas. Hein. Il y en a, c'est très compliqué petit. Il y en a un peu plus grand, c'est pire. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est une question que je voulais... Enfin, un sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Parce que déjà, je vais bientôt avoir droit à ce nouveau moment de la séparation, de l'adaptation, de la familiarisation et tout ça avec un autre bébé. Et c'est vrai que c'est toujours des moments qui sont particuliers parce que d'un enfant à l'autre, d'une famille à l'autre, ça se passe pas de la même manière. Il y a des parents qui sont... très contents de laisser leur enfant parce que pour X raisons, ils ont vraiment besoin de souffler et de laisser leur enfant pour pouvoir se retrouver eux-mêmes et ensuite avoir de nouveau du plaisir à passer des moments avec leur enfant. Dans ce cas-là, c'est vrai que la séparation pour le parent est beaucoup plus simple hein, parce qu'ils déposent leur enfant, pleure ou pas pleure, ils savent que bon, c'est le bon endroit et ensuite ils s'en vont sereins et soulagés et tout ça. On a ce type de contexte-là. On a aussi des parents qui sont très 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 fusionnels avec leur enfant et qui ont vraiment une grosse angoisse et la boule au ventre à laisser leur enfant et ont la sensation claire et nette de les abandonner. C'est ce que j'ai vécu moi en tant que maman, je me souviens. Pas à chaque fois, mais je l'ai vécu. Et c'est vrai que c'est affreux, hein, cette espèce de sensation de culpabilité, mais tout le monde ne le vit pas de la même manière. Voilà, il y en a qui vraiment sont très confiants et savent que ça fera du bien à leur enfant, que ça leur fera du bien à eux, que c'est pas un abandon, etc. Donc dites-moi, vous, pour l'instant, en tant que parent, comment vous avez vécu cette première séparation de votre enfant ? Et vous me dites aussi, entre parenthèses, du coup, quel âge avait votre enfant ? Et c'était pour aller où, quoi ? Est-ce que c'était crèche, assistante maternelle ? À quel âge ? Est-ce que c'était à l'école, la première vraie séparation ? Voilà, n'hésitez pas à me dire, que je vois un petit peu quelle configuration j'ai. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, et ben écoutez, là pour le coup, dites-moi plutôt, vous, quand est-ce que vous vous êtes séparés de vos parents ? Est-ce que vous avez des souvenirs de ce que vos parents vous ont dit ? Comment ça a été perçu, enfin, ou quel est votre avis sur le sujet, tout simplement. Hein. Quoi ? À 18 ans. Ouais, à 18 ans, quand vous avez enfin quitté vos parents. Alors, donc je remonte un petit peu. Alors, Domiti, moi je pensais que ça irait pour lui, mais c'était surtout dur pour moi de passer du congé parental pendant 7 mois avec lui à juste le voir 2 heures par jour. Ouais, il y a ça aussi, c'est vrai, hein, le fait que quand on est... quand on ne travaille pas, qu'on est en arrêt, qu'on est en congé, tout ça, et puis qu'on profite de notre enfant et qu'on le voit H24 en fait, et puis que d'un coup on reprend le travail et qu'on ne le voit quasiment plus. Voilà, c'est quelque chose que moi j'ai pas vécu, mais j'imagine que ça doit être quelque chose de très difficile, et c'est pour ça que à ceux qui le peuvent ou alors qui sont en questionnement, voilà, si vous le pouvez, c'est vrai que de reprendre à temps partiel, c'est quand même plus facile à vivre, voilà, je pense. Enfin, c'est moins difficile en tout cas, et
et vous avez toujours, voilà, vous faites progressivement en fait le passage où votre enfant ira plus souvent en accueil. La maman fusionnelle, c'est moi, du coup très compliqué, même maintenant, alors qu'il a 4 ans. Ah oui, pour Vanessa, oui, effectivement. Et donc, c'est un petit garçon, il a 4 ans, et du coup, il est rentré en moyenne section cette année, j'imagine. Et donc, sa première séparation, ça a été à l'école ou il est vous faites de l'école à la maison? Alors, Domitille, qui allaitait exclusivement avant. Ah oui, et il y a ça aussi, il y a la question de l'allaitement. Donc, on pourra en parler aussi. C'est vrai que quand on se sépare pour laisser son enfant donc, à une assistante maternelle ou à la crèche, quand on allaite, on a cette sensation que voilà, je l'allaitais exclusivement et là maintenant il faut que je mette mon enfant en accueil et que donc il va falloir que j'arrête d'allaiter. C'est pas forcément le cas, hein. Vous savez, vous pouvez continuer d'allaiter, de tirer votre lait. Alors j'avoue, pour l'avoir fait aussi, que c'est pas de tout repos. C'est toute une organisation et c'est pas simple. Et j'ai plus de souvenirs d'ailleurs pour Elena. Pour Elena, comment on faisait? Tu peux éteindre un babou, débrancher. Parce que je suis en train de faire une purée de pommes de terre. Ce midi, c'est brandade. Quelle organisation. Et c'est vrai que quand Elena, je l'allaitais, mais j'ai arrêté de l'allaiter au sein. Elle avait 4 mois, je crois. Parce qu'elle ne voulait plus du sein. Elle n'arrivait plus à téter. Alors, du coup, on est passé au biberon exclusivement, mais c'était de l'allaitement. Je tirais mon lait. Et elle le prenait au biberon et j'ai plus souvenir du coup parce que je crois qu'il y a eu une période où elle avait quand même un biberon de lait en poudre parce que ça a été très brutal comme passage et donc j'avais pas de stock de lait à lui donner et je tirais pas suffisamment donc j'ai dû la complémenter avec du lait en poudre et du coup je me souviens plus chez la nounou comment on faisait. Si elle avait que du lait maternel ou si elle avait aussi... Non, elle avait pas de lait en poudre. Elle avait que du lait maternel. Ouais, je crois. Je crois, hein. Elle avait que du lait maternel et voilà. Mais c'est vrai que nous, on a toujours fonctionné comme ça. Hein. C'était lait maternel et puis je donnais des sachets, etc. C'était toute une organisation, hein, mais c'est vrai que c'était quelque chose. Alors pour Squirrel, bien et pas bien. 5 mois chez la nounou. Voilà, ça s'est passé bien et pas bien, c'est ça. Comment ça? Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus? Est-ce que c'est pour elle que ça s'est pas bien passé? Est-ce que c'est pour toi? Mais en tout cas, 5 mois chez la nounou, je trouve que 5-6 mois, c'est un âge qui est bien. Enfin, qui est bien. Tout est relatif. Disons que c'est un passage qui est quand même plus facile qu'après. Pour l'enfant, mais pour le parent, c'est un moment qui est encore un peu douloureux, quoi. Dans notre crèche, au début de l'adaptation, on pouvait aller avec eux, c'était hyper rassurant. Ça, c'est Mayutka qui dit ça. Alors oui, c'est vrai que pour l'adaptation, je suis en train de me rendre compte, c'est marrant, hein, il a fallu que moi-même je devienne assistante maternelle pour me familiariser avec ce qu'est l'adaptation. Et je me rends compte qu'on n'a pas fait d'adaptation chez notre première nounou. Hein, Babou? Elles y sont allées direct une journée complète, je crois. Ouais. Et je me suis jamais posé la question. Et en fait, pour Elena, on avait passé 1 heure, je crois, 1 heure, 1 heure et demie, où on était allé chez la nounou pour la rencontrer, voir si ça collait. Et le feeling est très bien passé. Et puis pour nous, c'était une évidence, en fait. Et ensuite, quand on l'a laissée, Elena, ça a été une journée complète dès le premier jour. J'ai l'impression. Ah oui, puisqu'il y avait eu une sieste et tout. Elle m'avait envoyé la photo d'Elena qui dormait. Pour Olivia, ça a été la même nounou. Donc pareil, en fait, on ne s'est pas posé la question. Ça a été journée complète directe. Pour Noémie, c'était plus compliqué. Parce que Noémie, elle refusait le biberon. Totalement. Et même chez la nounou, elle l'a refusé pendant un petit moment. Elle a fini par l'accepter là-bas. Et c'est vrai que c'était assez particulier pour Noémie. Et le problème, c'est qu'on était en période de Covid. Du coup, on a dû arrêter de la mettre. Ensuite, on a déménagé. Et quand on s'est installé ici, bref, ça a été très compliqué. On a dû attendre que Noémie ait quasiment 1 an et demi
Non, elle avait 14-15 mois, quelque chose comme ça, pour trouver, chercher une autre assistante maternelle. Et là, on a eu l'adaptation. Et malgré l'adaptation, ça s'est méga mal passé. Voilà, ça s'est très mal passé pour plein de raisons, je pense. La première étant que Noémie n'était pas prête et que, voilà, elle avait pas le feeling. Ou peut-être que moi, j'étais trop... pas trop exigeante, mais disons que, en fait, la nounou qu'on avait avant, pour moi, c'était vraiment... la meilleure nounou possible, et en fait je cherchais quelqu'un qui lui ressemblait en tout point, et là on était à l'opposé, donc ça a pas collé, quoi, ça l'a pas fait, et du coup Noémie n'a pas été en structure d'accueil, elle a pas bénéficié de cette chance. Ça a été douloureux pour nous en tant que parents, pour moi en tant que femme. Et c'est vrai que j'aurais adoré qu'elle puisse aller chez une assistante maternelle. La crèche, c'était pas envisageable. Je voulais pas qu'elle aille en crèche. Et du coup, la première vraie séparation pour Noémie, ça a été quand elle est rentrée à l'école, en fait, en toute petite section à l'âge de 2 ans. Voilà. Pour notre expérience à nous. Mais c'est vrai que, concernant l'adaptation, comme je disais, on n'en a pas fait pour la première nounou, et on n'a jamais été chez la nounou avec nos enfants pour être rassurés ou quoi, et c'est vrai que c'est pas une chose à laquelle j'avais pensé, et j'y ai été confrontée ensuite avec les familles, en fait, hein, parce qu'il y a des parents qui demandent ça, à être là, et j'ai un avis qui est assez partagé, puisque je me dis, à la fois c'est vrai que c'est plus rassurant pour le parent, mais d'un autre côté, ensuite, c'est plus compliqué pour que l'enfant il accepte de rester seul et de se rendre compte que en fait, le parent il n'est plus là. Et c'est pas toujours évident. Donc je sais pas ce que vous en pensez de ça. Peut-être qu'il y a des assistantes maternelles là peuvent donner leur avis, mais c'est vrai que l'adaptation c'est vraiment du cas par cas, en fait. Donc voilà, oui, Vanessa, je l'ai jamais laissée à part l'école. Bon, c'est ce que j'avais cru comprendre du coup. Et voilà. Et est-ce que tu as la sensation, Vanessa, que quand tu as laissé ton enfant à l'école la première fois, est-ce qu'il pleurait plus que les autres ? Est-ce que ça a été difficile ? Ou est-ce que c'était surtout pour toi que c'était dur et que lui, en fait, ça s'est fait sans problème, etc. Et puis comment tu le vis maintenant qu'il aille à l'école du coup toute la journée ? Parce que en petite section, on peut encore les avoir à la maison l'après-midi, mais après, moyenne section, c'est toute la journée. Donc voilà, raconte-nous un petit peu. Alors Céline, premier enfant, séparation à 2 mois, naissance à terme, profession libérale où je devais reprendre. Ah, oh là là, ça devait être tellement dur. Franchement, quand on reprend le travail très tôt comme ça devait être tellement dur de laisser notre enfant aussi petit. Bon, après, bien sûr, chacun le vit différemment, hein, mais je sais que moi, j'aurais été totalement... incapable pour aucune des trois, et pourtant c'est vrai qu'à cet âge-là les enfants eux ils le vivent très bien en fait, hein, parce qu'on est dans une période où l'enfant ne se rend pas compte que ses parents, quand ils sont pas là, ils sont vraiment pas là, et donc ils acceptent assez facilement, et ils sont rassurés dans les bras et la douceur en fait, donc normalement ça se passe assez bien. On restait de moins en moins, c'était doux comme transition pour Maliutka, d'accord, voilà, qui était donc sur place, et puis après, au fur et à mesure, se détacher. Oui, effectivement, là, moi, la prochaine séparation auquel je vais avoir droit, ce sera un petit peu dans ce contexte-là aussi de transition douce. Chez Nounou la semaine dernière, oui, donc t'as fondu en larmes devant la nounou. Ah, mais faites pas ça les mamans, faut pas pleurer devant la nounou, parce que vous pleurez devant votre enfant, mon Dieu. Non, essayez. Alors bon, pour toi, Léam, c'est trop tard, c'est trop tard. Oh yeah, merci Lolita, merci beaucoup pour ton réabonnement. Et non, franchement, si vous pouvez, enfin non, c'est pas si vous pouvez, interdisez-vous de pleurer devant votre enfant. Vous savez très bien, les petits, ce sont des éponges. Et là, si vous pleurez en plus chez la nounou, il va se dire, oh mon Dieu, mais là où qu'est-ce qui s'est passé ? Merci Siana, merci pour ton abonnement. Le train de la hype approche. Nous avons 4 minutes 30 pour rentrer dedans. Si vous pleurez devant votre enfant chez la nounou, il va se dire inconsciemment, quand je suis ici, dans cet endroit, qui plus est avec cette personne, c'est l'angoisse, c'est la panique. Il va associer cet endroit et cette personne
à du stress, à de la peur, à de la tristesse, tout ce que vous voulez, mais que du négatif. Donc vraiment, si vous avez envie que l'expérience de votre enfant soit positive chez sa nounou ou à la crèche, essayez d'être le plus détendu possible, en tout cas d'apparence. Essayez d'avoir l'air serein au maximum, rassurez votre enfant par des sourires, par voilà, de la détente. Et ensuite, quand vous quittez, que vous fermez la porte, c'est bon, l'acting est terminé. Vous pouvez fondre en larmes comme une madeleine dans votre voiture, derrière un arbre, comme vous avez envie, mais pas devant votre enfant, par pitié, pour lui, pour le personnel de la crèche, pour l'assistante maternelle, qui va ensuite devoir affronter un enfant en détresse. Voilà. Ceci est dit. Alors, Olivia, mon fils avait 5 mois tout juste. Il est allé à la crèche, ça s'est très bien passé pour lui et pour moi. J'étais ravie de reprendre le travail et une vie sociale surtout. Ouais. Par expérience aussi, je trouve que 5-6 mois, c'est un âge où ça se passe un peu plus en douceur. Alors, Fanny, enceinte de 5 mois, je vais commencer à chercher une nounou, mais travaillant en 12 heures, c'est chaud patate. Pas possible de prendre de congé, donc il sera mis tôt. Mais franchement, comme je vous l'ai dit, et je vais continuer de le redire, à la fois pour vous rassurer et peut-être pour vous aider à prendre certaines décisions. Par expérience de ce que j'ai vécu moi en tant que maman, de ce que j'ai vu à la fois en tant qu'assistante maternelle et en tant que maman, et puis connaissant d'autres parents autour de moi, plus on attend, plus c'est dur. Voilà. Et le truc, c'est que plus on attend, plus c'est dur pour soi en tant que parent et aussi pour l'enfant, en fait. Quand l'enfant est tout petit, en deçà de 6 mois, c'est beaucoup plus simple pour l'enfant. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est douloureux pour le parent, mais pas pour l'enfant. Au-delà de 6 mois, ça commence à être stressant aussi pour l'enfant, en fait. Et puis après, voilà, plus l'enfant grandit, plus il a ses habitudes. Et ensuite, ça peut devenir difficile de réapprendre une nouvelle structure, de nouvelles règles, de nouveaux visages, de nouvelles habitudes, etc. Voilà. Donc effectivement, le plus tôt, c'est le plus simple. Après, on ne peut pas toujours, ou alors on n'a pas toujours envie. Mais si je peux vous donner un conseil, si vous n'arrivez pas à vous séparer de votre enfant, vous vous dites non, je veux rester en congé le plus longtemps possible pour le bien de mon enfant, etc. Sachez-le, c'est pas pour le bien de votre enfant, c'est pour votre bien à vous. Hein. C'est dur à entendre, hein, je pense, mais c'est vraiment pour vous. Dites-vous bien que c'est pas servir à votre enfant, ça va pas lui desservir toute sa vie, etc. Hein, mais ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Pour lui, si vous voulez lui apporter une aide en fait supplémentaire pour son envolée et son autonomie, son indépendance et tout ça, c'est d'essayer, pas forcément tous les jours, mais de mettre votre enfant quelques jours par semaine, quelques jours par-ci par-là, dans une structure, soit chez une assistante maternelle, soit à la crèche, pour que il découvre à la fois d'autres enfants, qu'il apprenne le partage, qu'il apprenne le respect, qu'il apprenne la patience, qu'il apprenne d'attendre son tour, enfin qu'il apprenne à attendre son tour, qu'il apprenne à respecter d'autres règles que chez vous. Voilà, parce que parfois ça peut être très dur, très brutal ensuite quand l'enfant rentre à l'école et qu'il découvre un environnement en fait où y a des règles, il y a plein d'enfants, il faut que tu attendes derrière les autres. Parce que c'est ça la vie, hein. Dans la vie on n'est pas tout seul malheureusement, hein. Des fois on aimerait bien être tout seul et puis régir nos propres règles de vie, etc. Mais on est obligé de faire avec, on vit en société, hein, c'est comme ça. Et donc on passe pas toujours en premier et voilà, ça peut être très mal vécu quand pendant plusieurs années on a été au centre de l'attention, voilà, au centre des décisions, etc. Et voilà. Parfois, c'est compliqué. Donc, même sans laisser un enfant tous les jours, je me souviens quand on a commencé à laisser Elena chez la nounou, c'était pas tous les jours de la semaine, loin de là. On l'a laissée, je crois, 2 journées par semaine pour commencer. On avait fait 1,5 et puis après 2. Voilà, ça a dû se terminer qu'au max, elle y était 2 jours et demi par semaine. Olivia, ça a été pareil et assez rapidement, elle a eu 3 jours complets, je crois.
Voilà. Mais et c'est vrai, quand on la laissait, c'était surtout pour elles, pour qu'elles elles rencontrent d'autres enfants, et puis aussi pour nous, de faire des choses en fait pour nous, parce qu'il faut pas s'oublier en tant qu'individu, on n'est pas que des parents, et pour être de meilleurs parents, justement, il vaut mieux ne pas être que des parents, parce qu'on devient mauvais à force, hein, quand on fait que ça. Parce qu'il y a une certaine lassitude qui arrive, même si on s'en rend pas compte. Camille, alors je suis un petit peu en retard sur le chat, j'ai l'impression, vous inquiétez pas, j'arrive. Alors Camille qui nous dit, moi pour la première fois elle avait 3 mois, c'était très dur pour moi, mais nickel pour elle, chez une asthmate. Pour ma deuxième, elle avait 18 mois, plus compliqué pour elle, mais pour moi ça a été car je connaissais l'asthmate, j'avais entièrement confiance en elle, c'était la même que la première. Oui, alors voilà, ça me témoigne exactement de ce que j'ai voulu essayer de dire, c'est que quand ils sont tout petits, pour les enfants, c'est très facile. Et après, quand ils grandissent, pour le parent, c'est plus simple parce que finalement, quand on attend, et qu'on attend finalement, pas d'en avoir marre, mais de se dire, bon allez, c'est bon maintenant, moi je peux me détacher, j'ai besoin, voilà, je vais souffler, toi tu vas un petit peu en accueil, pendant que moi, maman, là, je vais aller respirer, je vais passer du temps pour moi, prendre du temps pour moi, et à ce moment-là, en fait, l'enfant peut le vivre très très mal et de se sentir abandonné, ou alors tout simplement d'être en panique complète devant de nouveaux visages. Et nous, avec Noémie, c'est vraiment ce qu'on a vécu, hein. Ça a été... moi, j'étais plus que prête, en fait, à ce qu'elle aille chez quelqu'un. Franchement, j'avais vraiment besoin de me retrouver. Elle était tout le temps là. Et en fait, j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de me détacher un peu. Mais par contre, elle était plus prête, en fait. C'était terminé. Elle avait passé le cap où c'était vraiment trop dur pour elle. Et elle vomissait de peur, en fait, chez la nounou. C'était hyper angoissant pour elle, en fait. Et elle était en panique devant de nouveaux visages. Dès qu'il y avait des parents qui rentraient, elle était en panique. C'était très, très, très dur pour elle. Et au final, voilà, on a dû annuler... on n'a même pas terminé la période d'essai qu'on a dû annuler le contrat, quoi. Céline, deuxième enfant, elle a actuellement 2 mois et demi, adaptation prévue à la micro-crèche, la même que son grand frère, dans 1 semaine. Bon, ça va très bien se passer, j'en ai aucun doute. 2 mois et demi, voilà, ça va être vraiment... ça va être tranquille. Le plus compliqué, en fait, quand ils sont tout petits comme ça, c'est quand le parent allaite. Et que du coup, y a une angoisse parfois, souvent même, de la part de la maman qui se demande si elle va réussir à suivre le rythme de tirer son lait, parce que c'est quand même une sacrée organisation, et on n'a pas envie de lâcher l'allaitement. Et voilà, donc... mais ça se fait, hein, franchement, ça se fait. C'est sportif, mais ça se fait. Et puis si jamais vous êtes obligé de passer au lait en poudre, voilà, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises décisions. Chacun fait comme il peut. Pour Léam, les autres jours, ça a été. Pour elle, par contre, j'ai pas l'impression que ça les gênait. Voilà. Bon, oui, les petits, quand ils sont tout petits, ça les dérange pas, hein, franchement. J'ai toujours un peu hâte de reprendre pour le côté social de mon boulot. Parler avec des adultes, ça me manque. Mais ça, c'est normal, hein, quand on est en période de grossesse, on voit moins de monde. Et quand on voit des gens, on est moins nous-mêmes. On est plus axé sur notre grossesse. On est plus fatigué, plus rapidement. On participe moins aux événements, on est voilà, et puis après forcément l'accouchement, les premiers mois compliqués, les nuits où tu dors pas, et puis à un moment t'as absolument besoin de retrouver une vie sociale, et ça c'est normal. Alors Domiti, moi j'ai tiré pendant 2 mois, mais je détestais ça, il prenait seulement en flanc en plus, donc assez casse-pied. Ah ouais, j'avoue, si en plus il fallait que tu fasses des flancs avec. Ensuite, j'ai juste continué matin et soir. Oui, et puis après, on peut faire de l'allaitement... comment ça s'appelle? Combiné? Tu sais, quand tu fais les deux. Il y a un nom, je me rappelle plus ce que c'est. Quand tu donnes à la fois du lait en poudre et du lait maternel. J'ai un trou. Peu importe. On peut faire les deux, voilà. Ouais. Tu peux faire un petit peu de lait en poudre, un petit peu de lait maternel, soit tu te consacres à un biberon complet de lait maternel, un biberon de lait en poudre. Moi, je me souviens que pour Elena, comme j'avais pas assez de lait,
On faisait le lait maternel toute la journée et le soir avant de dormir, on dû lui donner du lait en poudre. Parce que quitte à avoir un biberon qui tient mieux le corps, on se disait valait mieux que ce soit le soir. Comme ça, au moins, ça nous assure à tous une nuit pleine. Et c'est comme ça qu'on avait fait. Et ça marchait plutôt bien. Et jusqu'au moment où j'ai commencé à tirer un peu plus. Et puis après, on avait progressivement arrêté le lait en poudre. Et puis après un jour, j'ai arrêté de tirer mon lait, donc on est repassé au lait en poudre. Voilà. Mais oui, comme je dis, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Hein. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. J'ai bu. C'est bien, hein. Je pensais pas que j'allais boire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Raja ? J'ai 2 garçons. La séparation avec le premier était très difficile. J'ai eu un accouchement très compliqué, césarienne en urgence, post-accouchement difficile. J'ai déprimé quand mon petit est parti chez la nounou. J'ai continué de l'allaiter, je tirais mon lait le soir pour donner à la nounou. Il adorait sa nounou mais ne faisait pas de sieste chez elle. C'est quand je le reprenais le soir qu'il dormait un peu. Ah oui. Et il avait quel âge quand tu l'as laissé ? Parce que ça, tu n'as pas précisé. Parce que les enfants, selon l'âge, ils dorment plus ou moins bien, on va dire. Et puis après... le sommeil, c'est un tout autre sujet d'ailleurs. Hein. On avait déjà fait des lives sur le sujet du sommeil, mais il y aura encore tellement à dire. C'est vrai que on dit souvent dormir comme un bébé pour parler d'un sommeil paisible et long, mais en fait, un bébé ne dort pas toujours très bien. Et c'est pas toujours facile. Après 2 jours de repos par semaine avec mes enfants, en plus du week-end. Ah ouais, c'est excellent ça. Donc Céline a 2 jours de repos en plus du week-end, donc elle peut profiter de ses enfants. Et franchement, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Si vous avez la possibilité, financièrement ou tout simplement par rapport au métier que vous avez, si vous avez la possibilité de travailler moins, peut-être que vous gagnez pas plus d'argent en travaillant moins, mais vous gagnez plus de confort de vie. On n'en parle pas beaucoup, pas souvent, mais c'est vrai que c'est un choix que nous, on a fait dans notre vie, de travailler moins pour gagner plus de temps, en fait, avec nos enfants. Et effectivement, c'est sûr qu'on gagne moins, mais c'est un choix. Et encore une fois, j'en ai vaguement parlé dans un vlog, mais j'ai demandé sur mon agrément d'avoir que 2 places. J'en demanderai peut-être une 3e pour pouvoir chevaucher quand il y a des jours où, je sais pas, admettons, j'en ai un qui parte juste avant le repas du midi, et puis un autre qui arrive à ce moment-là. Il y a un sac qui vole là, Babou. Ok. Il sort d'où ? Un sac de quoi ? Un sac violet là. De course. Il a volé comme ça. Ah, c'est le sac des jouets des filles. Ah d'accord. Faudrait le récupérer. Sinon, il va s'en aller chez les voisins. Mais ouais, si vous pouvez, franchement, nous, on préfère effectivement essayer de dépenser un petit peu moins sur certains postes et puis gagner moins et puis avoir plus de temps pour profiter de notre vie de famille. Voilà. C'est notre choix de vie, en tout cas. Alors, moi, c'était dur car j'allaitais, j'adorais les dodos sur moi l'après-midi. Passer de ça au tire-lait, c'est moins mignon. Ça me rappelait ces moments de partage et c'était un peu triste. Ouais, ça, c'est vrai que quand on allaite, et encore quand on a la chance d'allaiter au sein, parce que bon, on n'a pas tous cette chance. Moi, je sais qu'avec Olivia, j'allaitais au sein, c'était vraiment génial, c'était top. Pour Noémie, c'était bien jusqu'à un certain point. Et pour Elena, c'était très dur parce qu'en fait, elle voulait plus téter. Et donc, moi, vu que je tenais absolument à ce qu'elle ait mon lait, je tirais mon lait. Et c'était une angoisse au début. Je tirais mon lait et des fois, j'avais pas assez. Donc, pendant que je tirais, elle pleurait parce qu'elle voulait du lait. Donc, je tirais, je donnais. Enfin, c'était... Voilà, donc c'est pas toujours simple, mais c'est vrai que de passer d'un allaitement très simple au sein à tirer ton lait à ton travail, voilà, c'est pas génial. Moi, je me souviens quand j'ai déjà tiré mon lait quand je faisais des spectacles. À chaque fois que je faisais des spectacles
l'été, parce que je dansais dans une troupe, on dansait dans les campings et tout ça. Et je me rappelle que on mangeait, et puis à la fin du repas, bah moi je m'en allais pour aller tirer mon lait dans les loges. C'était vraiment pas confortable, c'était vraiment pas cool. Et je me disais, oh là là, mais quelle angoisse! Mais à la fois, bon ben, je me disais, après, elle pourra boire ce biberon chez la nounou demain, et donc ça me faisait plaisir, et j'essayais de me concentrer là-dessus, mais je me revois aussi une fois où j'ai dû tirer mon lait dans les toilettes de l'autoroute et tout. Les gens y passaient derrière moi, j'étais comme ça avec mon tire-lait, c'était horrible. Enfin, si vous pouvez, essayez de trouver des tire-laits sur batterie. Voilà, comme ça vous pouvez vous mettre dans des endroits plus discrets que là où il y a une prise électrique. Mais ça, on l'apprend au fur et à mesure de nos expériences. Hein. En regardant les vidéos. Voilà, en regardant les vidéos, Juliana et Julien, vous allez vous taper tir allaitement, vous aurez plein d'astuces. Voilà. Bien sûr, j'ai pu prendre un bain. Attends. J'ai pu prendre un bain l'eau première fois. Ouf, attends. Je sais pas compris ce que t'as dit là, c'est trop complexe. Qu'est-ce qu'il y a, Babou ? Mais arrête de me critiquer, t'as qu'à venir prendre mon relais. Mais il est casse-pied. C'est pour ça que j'aime pas faire des lives quand t'es derrière mon dos, là, comme ça, à écouter, à critiquer. Je critique pas. Tu veux que je répète fort ce que t'as dit ? Mais non, je critique pas. Lis pas tout si tu sais pas lire. C'est un conseil. Ouais, ok. Pour le deuxième, j'ai pris un congé parental jusqu'à ces 8 mois. Et puis, télétravail m'a beaucoup aidé à me détacher un peu, merci Covid. Mais c'est clair que pendant la période du Covid, mais ça, c'était royal pour certains. Franchement, ça a permis beaucoup de choses à plein de gens qui ont pu profiter davantage de leur vie de famille. Je suis toujours en télétravail, je récupère mes enfants tôt le soir, je profite d'eux comme je peux. J'allaite mon deuxième jusqu'aux 2 ans révolus. Et bah c'est super. Moi, mon fils pleurait bien plus quand j'étais là chez la nounou que quand je le laissais. Donc pour moi, plus simple de partir et se calmer plus vite. Alors oui, donc ça, je vais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qu'on discute de ça, sur les adaptations. Donc je pense... Oh mais non, mais en fait, je suis pas un peu en retard, je suis carrément en retard. Oh, c'est terrible. Bon alors, je lis en diagonale, ok, je suis asthmate, les adaptations qui durent trop longtemps avec les parents quand tu mal à partir, c'est très compliqué pour l'enfant, voilà, bon, on parle de ça. J'ai pas d'enfant, je me rappelle de mon premier jour de maternelle, quand ma mère est partie, j'ai tellement pleuré. Je me rappelle pas de ça, moi, d'avoir pleuré en maternelle. Et nos enfants, d'ailleurs, Elena, elle a beaucoup pleuré au début, Olivia pas du tout, parce qu'elle avait sa sœur, et Noémie un tout petit peu. Ici, étant asthmate, j'ai eu la chance de pouvoir garder mes enfants jusqu'à l'entrée à l'école. Ah bah oui, bah c'est bien pratique. Et ils voyaient d'autres enfants en plus. Aucun pleur à l'école pour les 2 ans, comme si de rien n'était. Bah ouais. Non mais il y a des gens, franchement, ça se passe très bien, et puis d'autres moins. Et puis je pense honnêtement que des enfants qui ont l'habitude d'aller en accueil, que ce soit à la crèche ou chez une nounou, ensuite quand ils rentrent à l'école, le transfert se fait plus facilement. Je vais me poser là sur le chat pour rattraper mon retard, regarder un petit peu sur quoi j'ai envie de rebondir. Et en attendant, je vous lance une petite pub parce qu'elle va se lancer dans 4 minutes. Donc autant que je la lance là au moment où je l'ai décidé, n'est-ce pas ? Donc on se retrouve d'ici 3 petites minutes, aller faire pipi ou alors écouter les pubs et je vous retrouve juste après. Ok, c'est bon, je suis à jour, donc je voulais quand même rebondir sur le petit dialogue vite fait entre Winry et Roulia. Donc Roulia qui disait que effectivement, elle trouve que quand les bébés sont tout petits, c'est vraiment, vraiment trop tôt pour les mettre en structure parce qu'ils ont un besoin de fusion en fait avec leur maman et que de dire que c'est plus facile pour eux, c'est ne pas prendre en compte leurs besoins. Et Winry qui disait pour répondre à ça que je répondais surtout en tant que nounou. Et effectivement, c'est vrai que quand les bébés sont tout petits, ils ont ce besoin de fusion avec leurs parents, mais en fait, ils ont ce besoin de fusion tout court, en fait. C'est-à-dire que si la maman ne peut pas, n'importe qui pourra prendre le relais de cette fusion en câlinant l'enfant, en lui donnant tout l'amour dont il a besoin. Et si c'est un visage qu'il revoit tous les jours, que c'est sa nounou la journée, sa maman le matin, sa maman et son papa le soir et la nuit, en fait ce sera pas traumatisant pour lui. Ce qui va être traumatisant, c'est si c'est des visages différents tous les jours. Si c'est une nounou et qu'il a la même tous les jours et qu'elle lui donne ce temps, cette affection, ces câlins dont il a besoin quand il est tout petit,
Ce sera pas quelque chose de traumatisant. C'est comme s'il avait 3 parents, en fait. Après, c'est sûr que moi, en tant que maman, je n'aurais pas pu laisser mon enfant tôt comme ça, parce que cette fusion, j'en avais besoin, moi, en tant que maman, et ça aurait été un déchirement pour moi, parce que j'avais besoin d'être collée à mon enfant tout le temps, jusqu'à un certain âge. Voilà. Et puis après, quand l'enfant a grandi, effectivement, là, tu peux passer, te détacher un petit peu progressivement. Et dans ce cas-là, si je peux donner, moi, à mon avis, en fait, un âge idéal, c'est, 5 mois, c'est top. 5 mois, 5 mois et demi, c'est top pour tout le monde. Après, ça veut pas dire que pour moi, en tant que maman, c'est top 5 mois et demi à temps plein. Non, jamais. Pour moi, en tant que maman, l'idéal, c'était 5 mois et demi, 1 à 2 journées par semaine. C'était parfait. Maintenant, chacun fait comme il peut. Il y a des gens qui sont obligés de reprendre le boulot super tôt. Voilà, on peut pas dire à ces gens vous êtes des mauvais parents parce que vous laissez votre enfant alors qu'il a à peine 2 mois et demi, 3 mois, il a besoin de vous. Non, il y en a, ils ne peuvent pas et c'est comme ça. Je trouvais qu'en crèche, quand ils travaillaient, c'était trop dur pour les petits. Et n'ont pas le temps de faire bien les choses avec les tout petits. Et effectivement, c'est aussi pour ça que nous, on avait fait le choix de chercher une assistante maternelle. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire ce métier. Et que mon idée n'est absolument pas ni d'aller travailler en MAM, parce que pour moi, la MAM, c'est une petite crèche, ou en crèche, parce que y a trop de visages, en fait. Il y a trop de visages, que ce soit des adultes ou des enfants, alors que chez une assistante maternelle, y a forcément moins d'enfants, et il n'y a que le visage de l'assistante maternelle, parfois du conjoint, nous dans notre cas, et des frères et sœurs. Quand il y en a qui sont là, mais ça s'arrête à là en fait. Et puis je trouve que c'est moins difficile pour les petits d'avoir un suivi qui est personnalisé, où on répond vraiment à tous ses besoins. Chez une assistante maternelle, c'est plus facile quoi. Et effectivement, après, ça va dépendre des crèches, de leur fonctionnement, etc., comme dit Olivia. Hein, mais il y a des crèches, il faut dire ce qui est, c'est l'usine aussi. Hein, donc, où t'as pas le temps, de t'occuper de chacun de manière prolongée, quoi. C'est normal, il y a plein d'enfants, ils ont tous faim au même moment, ils ont tous besoin d'aller au lit au même moment. Quand tu les changes, c'est à la chaîne avant la sieste, alors que, chez une assistante maternelle, c'est un peu... comme chacun veut, tu peux plus facilement adapter, on va dire. Et oui, alors, pour rebondir là-dessus, Winry, donc, qui est donc maman et assistante maternelle, ça me brise le cœur de garder des enfants 40-45 heures par semaine, mais ils n'ont pas le choix. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur de la même manière que... quand on garde des enfants qui sont vraiment tout bébés et qu'on sait que ils ont ce besoin de fusion, c'est vrai que on pense à nous en tant que parents, on n'aurait pas pu les laisser, mais il y a des gens qui n'ont pas le choix, et c'est pareil pour l'étendue et le nombre d'heures par semaine où l'enfant n'est pas avec ses parents. Moi, j'avoue que pour l'instant... c'est pas vers ce type de contrat que je vais, parce que en fait ça me fait trop de peine pour l'enfant et je l'ai fait, et je me suis bien rendu compte qu'en fait quand on a des enfants pendant autant d'heures dans la semaine, et sur la fin de la semaine on sent que l'enfant il commence à ressentir ce manque de ses parents. On sent que il s'agite plus, il est moins concentré, en fait, c'est pas évident pour eux non plus, et ils finissent par le montrer à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'heures pour un enfant. Il y en a qui n'ont pas le choix. Voilà. Et heureusement qu'il y a des assistantes maternelles prêtes à accepter des gros contrats comme ça. Et dans les crèches, c'est vrai que ça dépend. Hein. Il y a des petites crèches, des grosses crèches. Et consacrer beaucoup de temps à 6 petits en même temps, 50 heures par semaine pour Domiti, tous les deux ingénieurs avec des gros horaires. Oui, c'est vrai que c'est dur hein, quand on a beaucoup d'horaires comme ça. C'est comme les gens qui travaillent dans le milieu médical et qui ont des fois qui commencent très 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 tôt le matin et qui sont obligés de laisser leurs enfants hyper tôt. Ils sont obligés de les lever pour
pour les mettre en accueil, c'est pas évident. Et c'est vrai que parfois, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et tu le ressens aussi sur les petits. Quand les parents les réveillent pour les emmener chez la nounou ou à la crèche, ils vont être fatigués beaucoup plus vite. Alors que quand ils se sont réveillés naturellement et qu'ils vont chez la nounou après, c'est vrai que ils sont en meilleure forme, ils ont une meilleure énergie, c'est plus facile pour eux, etc. Donc on peut pas toujours tout décider. Voilà. Ce serait tellement mieux si l'État permettait au moment de plus longs congés mat. Oui, c'est sûr. Après, il y en a qui en auraient pas besoin, il y en a qui le voudraient pas, qui le souhaiteraient pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme dit Winry, moi je trouve que les reprises à temps partiel, ce serait bien, quoi. S'il pouvait y avoir une aide, en fait, pour qu'on perde pas trop et qu'on puisse reprendre le travail à temps partiel pendant un certain temps avec un complément de la Sécu ou autre, je sais pas. Ça pourrait être une idée. Après, entre ce qu'on aimerait et ce qu'il est possible de faire ou pas. Ou sinon, après, on peut aussi nous décider nous-mêmes en tant qu'adultes de se dire bon voilà, j'ai un projet bébé, je vais commencer à mettre de côté pour ma première année où je souhaite reprendre à temps partiel et que j'aurai mon complément que j'aurais mis de côté pour moi à ce moment-là. Bon, après, c'est vrai que c'est beaucoup de prévisions, quoi. Je regarde les lives argent. Ouais, voilà, vous regardez les lives argent. Faudra que tu parles de ça, tu vois. Tu fais J'ai déjà parlé de ça. Non, mais que tu te prépares une petite... pas une retraite, mais un complément pour que tu puisses reprendre à temps partiel après un accouchement. Mais ça, j'ai déjà dit ça. J'ai déjà parlé T'as déjà plusieurs parlé fois de ça. ça J'ai déjà expliqué, que... ce que tu viens de dire, Voilà. Que tu peux aussi te préparer financièrement à accueillir tes enfants et donc à travailler moins. Ouais. C'est possible aussi. Mais ça, on en parle tous les mardis matins à 10h sur Twitch. N'est-ce pas? Donc demain matin, n'est-ce pas? Ouais. Non, mais donc c'est vrai que c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple et puis on peut pas toujours aussi, selon là où on travaille, le temps partiel, c'est pas forcément possible. Voilà, il y a des métiers où tu peux pas comme ça dire écoutez, moi je vais reprendre à telle date, par contre à mi-temps et tout ça, parce que non, eux ils ont besoin d'un temps plein. Et je pense qu'un temps plein coûte moins cher que 2 temps partiels. Oui, au niveau charge. Voilà, donc voilà, selon l'entreprise, ça peut ou ça ne peut pas. Après, quand on a une profession libérale, c'est encore autre chose. Donc non, après ça se discute, mais il y a des gens aussi qui choisissent de complètement changer de carrière pour pouvoir profiter plus longtemps de leur famille. Quand c'est possible, faites-le. N'oubliez pas que vous avez le congé parental. Oui, il y a le congé parental, mais au-delà de ça, il y a le CPAF. C'est ça que ça s'appelle ? Bref, vous pouvez... vous avez droit à de la formation aussi, donc si vous voulez... changer de carrière, voilà, n'hésitez pas. Mais effectivement, Marie, un bébé, ça demande pas mal de réflexion et j'ai remarqué que beaucoup de gens, quand ils se lancent dans le projet bébé, ils pensent surtout qu'est-ce qu'il va falloir que j'achète pour l'enfant d'un point de vue matériel. Mais la plus grosse question, c'est comment je vais reprendre le travail derrière ? Comment j'ai envie de reprendre le travail derrière ? Est-ce que le métier que j'ai actuellement... ça va correspondre ensuite avec l'arrivée d'un bébé, etc. Moi, je pense que c'est surtout ce type de questions qu'il faut essayer de se poser. Nous, on n'a pas été amenés à nous poser cette question parce que Elena est arrivée par surprise. Mais bon, ça a quand même remis nos plans en jeu, parce que quand juste au moment où je suis tombée enceinte, moi j'avais pour projet, on avait tous les deux pour projet de devenir coach sportif, et certainement qu'on aurait petit à petit arrêté YouTube, parce qu'on serait peut-être devenus coach sportif tous les deux, on aurait peut-être été dans une salle de sport, ou peut-être qu'on aurait monté notre salle, j'en sais rien, mais on n'aurait pas eu la même vie. Voilà. Mais pour nous, c'était pas question de faire ça en ayant des enfants, quoi. Mais c'est complexe, et vu qu'il est déjà 11h, je vais quand même bifurquer sur
sur le sujet un sujet qui m'est cher, à savoir, savoir se séparer de ses enfants à l'âge adulte. Voilà, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas très souvent. Et oui, effectivement, Prissy, vous pouvez dire merci à nos enfants. Hein, si on est encore sur YouTube, finalement, c'est grâce à elles. Parce que peut-être qu'on aurait eu une vie complètement... c'est sûr, on aurait eu une vie complètement différente. Et à mon avis, on n'habiterait pas ici non plus. Ça, je suis prête à mettre ma main à couper qu'on n'aurait pas... On serait resté dans le sud. Voilà. Et ok, salut Radja, bonne réunion. Et si le sujet t'a plu, ça me fait très plaisir. Ouais. Et l'âge adulte, c'est loin, on n'y pense pas. Oui, mais pensez-y peut-être aussi en tant que épouse ou époux, voilà. Essayez de penser à comment vous avez quitté vos parents. Est-ce que ça a été douloureux pour eux quand vous avez quitté le nid? Est-ce que ça a été douloureux pour votre conjoint quand il a quitté le nid pour ses parents, par exemple? Et du coup, vous projetez un petit peu, vous, comment vous vivrez le truc. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est plutôt, est-ce que vous vous sentez... Enfin, c'est pas est-ce que vous vous sentez prêt, mais soyez prêts, préparez-vous au fait que, au fur et à mesure, vos enfants vont se détacher de vous pour apprendre des choses avec d'autres personnes. C'est-à-dire, quand ils vont avoir des copains-copines, ils vont apprendre de nouvelles choses, ils vont avoir des goûts qui vont se développer en fonction de leur nouvel entourage. Vous n'y participerez pas forcément, vous serez toujours un peu mis à l'écart et de plus en plus mis à l'écart. Ensuite, ils auront des petits copains, des petites copines. Et puis là aussi, ils vont apprendre de nouvelles choses. Ils vont apprendre de nouvelles choses à l'école, avec leurs instits, avec ensuite leurs professeurs. Et je réponds vite fait, je vois une question de Marie. À quel âge avez-vous quitté officiellement le nid? Alors moi, à 18 ans. Et puis Babou, il avait 23 ans quasiment. Voilà, c'est quand on s'est rencontrés. C'est moi qui l'ai arraché du nid de ses parents. Ça a été très douloureux. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu racontes? Mais si. Mais j'étais pas dans un nid, j'étais indépendant. Non mais c'est la question, c'est que t'étais pas indépendant, tu vivais chez tes parents. Oui, mais je faisais ce que je voulais, il n'y avait pas de nid, quoi. Oui, mais t'as quitté chez tes parents, Babou. Mais... Moi, quand est-ce que j'ai quitté chez mes parents? À 18 ans. Oui, mais tu m'as pas arraché du nid, exagère pas. Non mais... Sérieux, il n'y a pas de nid, il n'y a pas de... Non mais c'est moi qui ai coupé le cordon. Mais pas du tout. Mais pour toi, c'était peut-être déjà coupé, mais... Mais où? Quoi? Oui. Oui, mais parce que quelqu'un me pose la question. À quel âge on a quitté officiellement le nid? Officiellement, quand est-ce qu'on a déménagé de chez nos parents? Pour moi, c'est pas ça, quitter le nid. C'est... Pour toi, quitter le nid, c'est à quel âge que tu as quitté le nid alors? Officiellement. Officiellement, j'ai quitté le nid quand j'ai commencé mes études parce que j'étais jamais là. Tu vois? T'étais jamais là, tu dormais pas chez toi le soir. J'étais en stage la moitié de l'année, je travaillais, je faisais des trucs. Tu vois, j'étais pas. Pour moi, les Tanguy. Non, mais je parle pas de Tanguy. Mais sinon. Mais tu vivais encore chez tes parents et. Mais pas tout le temps. Tu vois, j'avais des copines, je dormais chez elles, enfin, tu vois. Tu veux dire? Ouais. Bon, bah alors, à quel âge? À 18 ans alors? Non, peut-être pas, je sais pas, voilà, 20 ans, on va dire. À 20 ans. Non, mais c'était juste une question que quelqu'un a posée. À quel âge, nous, on a quitté officiellement le nid? Alors, pour Winry, c'était pas du tout douloureux, ni pour moi, ni pour son papa, mais on était très fusionnels. On parlait beaucoup, voilà, ça a été construit. Pour mes parents, moi, ça a pas été douloureux, j'ai l'impression, ou en tout cas, ils me l'ont pas témoigné. C'est avec moi qu'ils m'ont aidé à choisir mes études, mon appart. Salut Jessie, t'arrives à la fin du live, toi, t'as tout compris. Je voudrais que tu regardes le replay. Et du coup, ouais, mes parents m'ont aidé à choisir où est-ce que j'allais vivre. Et donc, ils m'ont poussé hors du nid sans problème. Hein. Moi, je dis pas qu'ils étaient contents que je parte, mais ça les dérangeait pas. C'est ma sœur qui a beaucoup plus mal vécu. Et ça, on n'y pense pas aussi, c'est les frères et sœurs. Ma sœur a terriblement mal vécu mon départ de la maison. Et ça, je l'ai compris que des années après, en fait. Je suis plus de l'avis de Bibou, je ne pensais pas que ma question ferait autant débat.
Sujet intéressant. Ouais, c'est un sujet qui est intéressant, effectivement. Et attends, il y a une question qui t'est posée, Babou. Ouais. Tu faisais la cuisine, le ménage, la lessive, les courses ou pas? Sachant que je répète la même chose, je ne vivais pas tout le temps en fait. Tu vivais pas tout le temps. Ben non. Du coup. J'étais en stage, des fois je mangeais à l'extérieur. Mais quand Non mais dans ce cas-là, Lilou. Non mais c'est la question des gens, c'est pas moi. Non mais dans ce cas-là, toi, quand tu vivais à La Réunion, que tu avais ton appart du lundi au vendredi, tu rentrais chez tes parents tous les samedis et dimanches quasiment. Non. Dans ce cas-là, tu vois, non mais je rentrais pas tous les week-ends. Moi je te dis, franchement, à partir de mes 20 ans... Mais je faisais mes courses par exemple, tu vois, je faisais ma lessive. Oui mais vu que je faisais des stages pendant 5 ou 6 mois dans l'année, j'étais pas là. Oui. Donc je peux pas dire que je vivais chez mes parents, vu que j'étais pas chez eux. Ensuite, je travaillais par exemple en restauration. Je mangeais au travail. Je rentrais chez moi, il était minuit. Je dormais chez moi, tu vois. Oui, ma mère, elle faisait ma lessive, hein, ok. D'accord. Elle faisait les courses. Mais après, et franchement, je passais pas tout. Oui, mais ce que je veux te dire, papa de avec mes parents. Voilà, je sais ce que je veux dire. En fait, ce que là. je voulais dire, c'est que pour toi, t'étais plus là. Ouais. Mais pour tes parents, bon, ton père c'est différent parce que bon, vous aviez une garde alternée qui était pas typique. Mais oui, c'est sûr. Mais ta maman, pour elle, par exemple, bah tu vivais encore chez elle. Elle savait que tu rentrais le soir. Pas tout le temps. Non, mais quand savait pas tout le temps si je rentrais. Hein. Bien sûr, mais bon, elle attendait que tu rentres, c'est ça que je veux dire. Tu vois, elle s'attendait à ce que tu sois là et elle faisait les courses en fonction de ta présence aussi. Elle faisait ton lit le matin. Des fois, elle me demandait est-ce que je rentrais ou pas, tu vois. Elle passait l'aspirateur dans ta chambre. Mais elle passait l'aspirateur dans la chambre de mon frère qui ne vivait plus à la maison. Oui. Donc elle passait l'aspi dans la maison, tu vois ça. Oui. C'était pas dans ta chambre, quoi. Non, c'était dans la maison. Ok, bon ben donc voilà. Et qu'est-ce que dit Winry? C'est progressif. Puisqu'ils grandissent, on les accompagne sur ce chemin. Donc déjà vers 16-18 ans avec les études, parfois loin, ça coupe déjà le cordon. Junior est dans le déni. Non, mais non, parce que pour lui, non, mais moi je comprends. Non, c'est la seule chose que je disais, c'est que toi, t'avais coupé le cordon, tu vois. Mais ta maman, pas encore. Ce qui a coupé le cordon pour ta maman, ça a été quand t'es partie. Donc quand t'as quitté le nid officiellement, que tu n'y avais plus tes affaires chez elle. Ou alors elle l'a pas coupé, j'en sais rien. Moi, si elle l'a coupé. Enfin, si elle l'a pas coupé, moi je l'ai coupé. Mais non, après, c'est vrai que d'un point de vue de parents, il faut se préparer au fait que quand nos enfants ils vont grandir, ils vont apprendre des choses avec d'autres personnes, ils vont avoir de nouvelles habitudes de vie, ils vont avoir peut-être des fois de nouvelles valeurs, il faut s'y préparer aussi. Et ça, on peut pas le contrôler. On est là, en tant que parents, on a le devoir, jusqu'à leur majorité, de veiller sur leur fréquentation. C'est un devoir parental de surveiller les fréquentations et que s'il y a des gens qui sont de mauvaise fréquentation, on a le droit et le devoir de gérer ça. Mais voilà, je sais pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre. Un étudiant qui fait ses études, on va prendre l'exemple de La Réunion, et qui vit dans un logement universitaire, est-ce qu'il a quitté le nid? Je pose la question. Sachant qu'il va vivre dans son logement universitaire du lundi au vendredi et que le week-end, il rentre chez ses parents. Est-ce que pour vous, il a quitté le nid? Pour moi, il a quitté le nid. Ben non. Pourquoi il aurait quitté le nid? Oui, non. Ça veut dire quoi? Tu vois, on peut pas en fait. On peut dire oui, il a quitté le nid, non, il a pas quitté le nid. Tu vois, le gars qui vit dans un logement crous, il fait pas ses courses, il mange aux rues. C'est ses parents qui mangent le riz. Mais on peut dire quand même qu'il a quitté le nid. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que moi je me mets dans la peau de cet étudiant-là qui justement n'est pas tout le temps chez lui. Pour moi, un étudiant qui vit en crous, il a quitté le nid. Tu vois? Même si c'est encore ses parents qui payent son assurance ou quoi, il a quand même quitté le nid parce que il fait sa vie comme il l'entend, tu vois. Quitter le nid, c'est pas, comme le dit Lolita, payer ses factures. C'est faire ta vie comme tu l'entends. Tu vois. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Tu coupes le cordon. Moi, je parlais surtout d'un point de vue maternel. Même un étudiant qui est en internat au lycée, donc à 15 ans, entre guillemets, il a un peu quitté le nid pour moi, déjà. Même s'il paye rien, il est en internat, il
il est plus vraiment chez lui. Il a coupé le cordon, l'enfant. Le non, mais parent, après, je suis non. d'accord. Mais Le bien parent, sûr, oui, non. oui, c'est ça que je veux dire. Mais parce que je m'adresse aussi aux parents, là, en fait. C'est pour ça que moi, je me dis, j'ai quitté le nid très tôt. Parce que dans ma tête, j'étais plus chez eux. Je venais pas. Enfin, tu sais, des fois, je dormais chez ma copine. Des fois, voilà, en fait. C'est pour ça que, voilà. J'ai quitté le nid. Mais Babou, tu n'es pas un Tanguy. Oui, je t'ai jamais considéré non, comme mais tel. voilà, j'entends mais que tu dis j'ai quitté le nid à 23 ans, pour moi c'est pas vrai. Tu vois parce que pour moi je peux pas donner d'âge. Hein, Parce que dans ce cas-là, un étudiant qui vit en résidence universitaire jusqu'à tout son master, mais qui paye aucune facture et tout, on va lui dire non, pour moi il a quitté le nid, tu vois. Bah oui. Il y en a, ils font des études. Non, mais après quand, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, l'étudiant qui est en Crous, qui fait ses études la semaine et tout, il va être parfois amené à faire ses courses pour sa semaine. C'est lui qui se fait à manger le matin, le midi, le soir. Mais non, c'est lui qui remplit son frigo. Bah forcément, il y a les restos. Non, mais il y a les restos universitaires. Oui, mais le matin et le soir. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que moi, quand je faisais des stages pendant 6 mois, oui, mais c'était pas. Je faisais mes courses et tout ça. Oui, mais c'était pas tous les. Enfin, je veux dire, à partir de 18. À partir de 20 ans, tous les ans, j'ai fait des trucs. Donc 20 ans. Voilà, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Ce que j'ai voulu simplement dire par là, c'est que pour moi, officiellement, t'as quitté le nid de chez tes parents, que tu n'avais plus tes affaires chez eux, quoi. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Voilà, après, c'est évident que tu vivais ta vie comme tu voulais, tu sortais. Tu rentrais ou tu rentrais pas. Mais tu tenais quand même au courant, non ? Que t'allais rentrer ou pas rentrer ? Pas forcément. Non ? Non, pas forcément. Non, mais après, c'est pas voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, parce qu'après, il y a des parents qui ne sont pas prêts à ce que leurs enfants partent officiellement, qu'il n'y ait plus leurs affaires chez eux, qu'ils ne fassent plus les courses pour leur enfant parce qu'il ne va pas rentrer pour manger, ou que... voilà. Il n'y a plus le lit à faire, parce que l'enfant ne va pas revenir dormir dedans le soir, et tout ça. C'est quelque part, c'est un petit peu comme si tu faisais un deuil, en fait, et il y en a qui le vivent vraiment comme ça. Et qui sont donc dans le déni, qui n'acceptent pas que leur enfant ne vive plus à la maison, et qui soit parti s'envoler de ses propres ailes vers d'autres personnes pour créer sa famille, et puis qu'ensuite, nous, on passe en second plan en tant que parents. C'est parfois... quelque chose qui est douloureusement accepté par mon expérience et ce que j'entends autour de moi des uns des autres. J'ai l'impression que c'est souvent le plus mal vécu, c'est pour les mamans de garçons, beaucoup plus que pour les parents de filles, peut-être parce que les filles ont tendance, et là encore je fais une généralité, je sais qu'il y a des exceptions, mais que les filles ont parfois plus tendance à donner des nouvelles à leurs parents ou à reprendre contact, etc. Et que les garçons, c'est vrai qu'un peu plus souvent, il faut leur rappeler d'appeler leurs parents, de souhaiter l'anniversaire, de ci, ça, enfin bref. Mais bon, c'est un vaste sujet, je sais que, voilà, on peut y réfléchir. Pensez-y, vous, si vous avez des garçons ou si vous avez des filles, un petit peu comment vous envisagez le truc. Moi, je sais qu'en tant que maman de fille, je suis, pas tout de suite, mais je sais que je serai prête à ce qu'elles fassent leur vie. Par contre, ça va être absolument... indispensable que je sois tenue au courant dès qu'elles tombent enceintes, dès qu'elles souhaitent se marier, dès qu'elles ont rencontré quelqu'un. Ça, je veux être mise au courant. Je veux rencontrer mes gendres très vite, ce genre de choses. Mais bon, après, je suis prête à l'idée qu'elles fassent leur vie, etc. Et je n'ai pas de garçon, donc je peux pas dire si ça aurait été différent si j'avais un fils. Mais effectivement, voilà, avec les garçons... oh là, allez, ciao, ciao. Bon... à plus.